Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 087. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, Maxime Nadeau, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement allez au ameliedelebel.com/LinkedIn. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Maxime Nadeau, un athlète en ice cross. Sa passion, faire des parcours en patin comme nous l'avons déjà vu lors du Red Bull Crash Ice à Québec. Cependant, cette discipline demande beaucoup d'efforts physiques, mais également de travail pour chercher les nombreux commanditaires nécessaires pour être en mesure de prendre part aux événements partout à travers le globe. Il profite actuellement de la pause de la compétition pour partir un nouveau projet. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Maxime Nadeau. Salut Max, comment ça va? Ça va super bien, toi, Amélie? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Max, c'est quoi ton parcours sportif et qu'est-ce qui t'a amené à faire du ice cross? Oui, mon parcours sportif il est très large. Alors, je vais essayer de le résumer le plus possible. J'ai commencé à l'âge de 5 ans de jouer au hockey. Moi, mon père a joué au hockey, mais mon frère aussi. Alors, j'ai suivi même ma famille. Toute ma famille, c'est des joueurs de hockey. Alors, j'ai suivi et j'ai engendré le pas. J'ai joué toutes mes années, que ce soit pré-novice à junior. Moi, je suis originaire de la Beauce. Alors, j'ai passé toutes mes années en Beauce pour le hockey, à faire du double lettre. Par la suite, c'est sûr, au niveau, quand le junior a terminé, je me suis remis en question à savoir est-ce que je dois continuer vers le hockey, est-ce que je continue dans d'autres sports. Puis je pense que j'avais fait le tour de tout ce qui était hockey après X nombre d'années. Alors, je me suis lancé dans divers sports, que ce soit la boxe. J'ai commencé depuis le motocross, j'ai fait du wakeboard. Je me suis lancé dans divers sports. Puis, la ice cross a été, depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans, que je regardais ça à la télévision ou quelqu'un qui c'était à Québec. Puis je m'étais dit un jour je vais m'essayer. Puis ça a donné que de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je vais essayer ça après le junior. Puis ça a juste fonctionné. Puis, comment ça fonctionne, ça, justement? Parce que comment tu fais pour faire partie de cette fédération qui a quand même des centaines, justement, de patineurs, d'athlètes? Donc, comment tu fais pour faire partie de cette association-là? Puis, justement, pour faire des compétitions, donc, comment ça fonctionne? Au niveau du ice cross, pour commencer, le sport contient 3 catégories de courses. C'est anciennement, comme tout le monde le connaît, c'est le Red Bull Crash Test qui se passait à Québec. À ce niveau-là, on appelle ça les ATSX 1000, qui est la plus grosse catégorie où que nous devons avoir une invitation pour participer à ce type de course-là. Nous devons faire des preuves dans d'autres catégories ou dans d'autres courses pour justement avoir notre invitation et pouvoir participer à ces courses-là. Par la suite, il y a des courses de type amateur, deux catégories. Il y a les ATSX 500 et les ATSX 250. Les ATSX 250, c'est le plus bas niveau de compétition, le plus bas niveau de difficulté au niveau des parcours. Il n'y a pas nécessairement
de normes qui régissent le parcours en tant que tel. Puis c'est de là où un débutant peut faire ses débuts et voir et connaître le sport, parce que c'est loin d'être commun, c'est loin il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de se pratiquer ou de faire des descentes en patin dans des installations. Alors, quelqu'un va commencer dans les ATSX 250, puis par la suite, il y a les ATSX 500. Eux, c'est le niveau, c'est l'entre-deux ou le niveau intermédiaire où les sauts, les virages, le parcours a des normes à respecter, autant sur la longueur que sur la largeur. Il doit y avoir des bandes pour la sécurité des patineurs. Il doit avoir un certain niveau de difficulté, un nombre d'obstacles, une certaine grosseur aussi d'obstacles. Alors, c'est de là les différentes catégories. Aussi, ces chiffres-là, comme les 250, 500 et les 1000, ça vient représenter le nombre de points que le gagnant obtient au classement à la suite de l'événement. Alors, quelqu'un qui veut commencer le sport ou qui veut essayer le sport, c'est fortement recommandé de commencer par une ATSX 250. Ils peuvent se lancer dans une ATSX 500, mais là, il va y avoir peut-être bien un petit peu plus de difficultés. Les patineurs, il y a beaucoup plus de patineurs de haut calibre et peut-être que pas l'événement, mais peut-être que le trip où il va être différent pour un débutant. Alors, c'est de là de commencer avec les ATSX 250. Mais les ATSX 500 sont ouverts au public et si une personne se dit, bon, ben, je commence dans les 500, il peut le faire, mais il faut qu'il s'attende à un parcours difficile. Puis justement, donc c'est très difficile physiquement. On a vu justement souvent, en tout cas, au moins des personnes comme moi qui ont vu justement la compétition du Red Bull Crash Race à Québec. Là, disons que c'est effectivement très, très impressionnant. Mais il y a également aussi un tout autre aspect de ton sport, en fait, c'est si tu veux justement faire des compétitions, parce que c'est pas juste des compétitions au Québec, là, il y en a partout dans le monde. Comment ça fonctionne justement la recherche de commanditaires, combien de temps que ça te prend, comment bâtir des relations. Alors, tout cet aspect-là, un peu, c'est ça, un peu business, parce que là, il faut vraiment te vendre pour avoir des commanditaires, pour être en mesure de performer. Effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement, demande un aspect financier important. Comme moi qui a commencé, j'ai commencé à faire mes courses, mes compétitions tout le temps, c'est tout le temps à l'extérieur. Je me souviens, mes premières compétitions, j'allais à Sherbrooke, je suis allé au Nouveau-Brunswick, puis ça, dans ce temps-là, j'avais pas de commandite. Par la suite, après le junior, je suis allé courser au Minnesota sans commandite. Je suis allé en Abitibi. Oui, ça demande un certain investissement. Alors, pour les aspects de commandite, c'est sûr, c'est de commencer. Quand tu commences, il faut que tu fasses tes preuves en tant que tel. Faut avoir un certain background, un certain pas de leadership, voyons, un certain, comment dire, une crédibilité. Il faut une certaine crédibilité face aux personnes qu'on va approcher. De là, pour ça qu'il faut n'importe quel projet, quand on le commence, faut investir financièrement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai fait des courses, puis j'ai pas demandé de commandite nécessairement. J'ai vu que j'avais des résultats, j'avais du potentiel. Alors, par la suite, j'ai fait affaire avec, j'ai un de mes grands amis qui s'occupait de commandite pour un festival par chez nous, festival sportif à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis moi, je suis arrivé, j'étais allé le voir, puis je lui ai demandé, Krim, comment que ça s'organise, comment que vous faites pour aller chercher des montants, comment que vous faites pour aller chercher des commandites. Puis de là, moi et c'est mon chum Sam, on est allé au restaurant, on s'est assis, on a parlé. Là, il m'a demandé,
mon projet, c'est-tu un projet qui est à long terme? C'est-tu un projet, regarde, on l'essaye une saison, puis après ça, j'arrête. C'est juste un essai. Puis moi, mon but était de poursuivre puis d'en faire le plus longtemps possible. Alors, ça a été de monter une charte de commandite, à savoir, OK, on veut un gros commanditaire, des moyens puis des plus petits. Monter le plan de visibilité qu'on peut offrir au niveau des commandites. Puis après ça, c'est la détermination. On déterminait les montants qu'on allouait à ces catégories-là. Ça a été quand même assez dur. Au départ, on le sait qu'on a fait certaines preuves, mais loin d'être suffisantes pour demander, disons, des millions de dollars. Là, on se demande, OK, là, moi, j'ai eu mes preuves, j'ai fait ça. Ça vaut quoi? Chaque activité qu'on va faire, qu'est-ce que ça vaut face à une compagnie? Puis souvent, quand on est dans nos débuts, les gens ne commanditent pas nécessairement pour tout ce qui est visibilité, mais ils commanditent souvent puisque par des connaissances ou pour encourager les athlètes plus que pour la visibilité. Alors, de là, à la suite de cette rencontre-là avec Samuel, je me suis tourné à savoir, bon, nous, à Sainte-Marie, c'est sûr, au niveau de ma famille, on a beaucoup de contacts. On a été dans le domaine du hockey depuis, mon père qui était dans le domaine du hockey depuis qu'il est jeune, ma mère qui travaille au public. De fil en aiguille, c'est de parler avec le monde, puis c'est de là qu'on vient à faire un cercle de contact. Souvent, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va te donner une commandite, mais cette personne-là va venir te dire, OK, va voir telle personne, elle est peut-être plus ouverte, ou telle compagnie, il pourrait peut-être communiquer avec toi. Puis d'avoir, c'est toute une histoire de contact rendu là. De dire, souvent, j'allais voir les gens, puis ils me disaient, t'es le gars Eric, t'es le gars Chantal, OK, bon, ben oui, présente-moi ton projet. Tu le voyais qu'il était déjà beaucoup plus ouvert à discuter que quand on arrive, disons, comme moi, je suis de la base, j'irais à Québec, puis dans une compagnie, n'importe laquelle, ben là, il me dirait, bon, ben, t'es qui? On ne connaît pas plus que ça. On t'a pas nécessairement vu. Alors, c'est de là l'importance de quand on commence à avoir des commandites ou on commence à faire de la recherche de commandites, d'avoir comme pas des références, mais avoir une personne ressource puis beaucoup de contacts. Puis c'est de parler de notre projet, c'est de parler nécessairement, c'est pas d'aller voir quelqu'un dans la rue puis dire hey, je commence dans le ice cross, j'ai besoin de commandite. C'est tu parles avec quelqu'un, puis à un moment donné, comme moi souvent je m'entraîne à l'extérieur, je vais dans les pump tracks peu importe n'importe où dans la province. Puis là, le monde on parle, puis là, je leur explique je course dans le Red Bull Crash Ice puis tout ça. Puis là, le monde d'habitude, ils capotent un peu aussi, quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Puis souvent, on parle, puis à un moment donné, il me dit si jamais il y a quelque chose, tu viendras me revoir ou tu peux me relancer. Ah bon, that's it. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment de parler aux gens puis ne pas se gêner. C'est sûr que le plus dur, c'est de demander la recherche d'argent puis demander de l'argent, c'est loin d'être facile à demander. C'est jamais le sujet de l'argent en tant que tel n'est pas un sujet qui est très abordable avec une personne. Puis faut quasiment marcher sur des œufs pour demander de l'argent. Puis c'est pas de faire pitié nécessairement non plus. Faut juste croire en son projet puis savoir qu'est-ce qu'on vend puis qu'est-ce qu'on recherche. Puis de là, ça va être beaucoup plus facile à aller chercher des commandites. Puis, est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que l'impact, par exemple, des médias sociaux, justement, a une valeur dépendamment, par exemple, du nombre d'abonnés que tu as sur Facebook ou sur Instagram? Est-ce que ça vaut pour quelque chose ou est-ce qu'il y a des gens avec qui tu compétitionnes qui t'ont dit justement que ça avait un impact ou non, c'est vraiment les performances qui font foi de tout?
Ben, c'est sûr, les performances, on se le cachera pas. Avec les performances vient une certaine crédibilité face aux gens. Mais c'est sûr, les réseaux sociaux, faut pas se mentir, c'est de là une de mes plus grosses sources d'informations que les gens peuvent, que je donne aux gens et que les gens me suivent. Puis c'est là que, voyons, les compagnies peuvent se dire, regardez, moi je commandite cet athlète-là, puis il me voit un peu partout, puis je me cacherai pas. Chaque fois que je poste sur Instagram ou Facebook, que je fais suivre mes performances de compétition, j'ai passé quasiment tout l'été ou tout l'hiver, quand les gens me croisaient dans la rue à Sainte-Marie, ils venaient me voir puis ils me disaient, hey, je t'ai suivi dans tes compétitions, comment que ça va, puis comment que ça va aller pour les prochaines. Ils s'informaient beaucoup, puis souvent le monde, ils viennent me voir. Puis juste pour me parler de ça, puis même en fait, la première affaire qu'ils viennent me parler, c'est vraiment de mes compétitions, parce qu'ils ont vu mes résultats, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. C'est que ça ne ment pas. Les réseaux sociaux viennent avoir un impact pour les commandites. Je dis pas que ça vient chercher nécessairement ça va aller leur chercher nécessairement de la clientèle ou autre, mais ça a un impact de visibilité, ça c'est certain pour eux. Là. Justement, depuis les derniers mois, disons que les activités ont été beaucoup plus tranquilles. Concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça a eu en fait comme impact la COVID-19, tant au point de vue des compétitions que justement pour tes commanditaires? La COVID-19, ben, nous, pour commencer, ça l'a arrêté notre saison assez nette. Il nous restait une course à aller faire qui était la course à Moscou en Russie, qui a été annulée dû à la COVID-19. Alors, ça a eu un impact au niveau de la saison que le classement ou le championnat a été arrêté et les points ont été gelés à ce niveau-là. Personnellement, moi, ça m'a donné un break. J'étais pas nécessairement le gars le plus prêt pour faire ma compétition en Russie. Après toute la saison qu'on a eue, j'ai coursé sur 6 courses avant. Je mixais mes compétitions avec le travail, avec les entraînements, avec les activités de financement, que j'étais tellement brûlé que j'avais hâte de partir en Russie pour le trip puis pour le voyage, mais au niveau entraînement, ça avait été laissé de côté un peu. J'étais brûlé, j'étais fatigué en fait, ça a juste bien à donner, puis ça a gelé mon classement, qu'en ce moment, j'ai un excellent classement. J'ai terminé au championnat à la 35e position et je suis rendu au classement mondial, le 39e patineur au monde. Alors, je suis super content, puis je ne sais pas si j'aurais empiré ma situation en Russie, mais de là de pas y aller puis pas courser, ben moi ça m'a donné un break puis j'étais heureux de qu'est-ce que j'avais eu. Puis au niveau commanditaire, ben c'est sûr en ce moment avec la COVID-19, on n'a pas eu de nouvelles puis je ne crois pas que Red Bull ou je ne pense pas qu'on va avoir de saison cette année ou qu'on aura des grosses courses du Red Bull ou des ATS 6000. Mais peut-être qu'il va y avoir des courses locales comme on a eu à Charlevoix, comme on a eu à Percé. Ça reste à voir, on le sait pas, on est tout le temps en attente. C'est sûr, avec les zones rouges qu'on a présentement, je ne vois pas la possibilité de faire qu'un événement ait lieu. Mais ça ne change rien. Moi, je me suis préparé physiquement, je me suis entraîné, j'ai essayé différentes choses. C'est sûr, avec les gyms qui étaient fermés, avec les Okiro ou qui ferment. Moi, je me suis préparé différemment. J'avais certaines choses à pratiquer qu'habituellement avec le gym ou à un moment donné, tu restes dans tes pantoufles confortables. Ben là, ça m'a permis de dire, bon, ben, OK, on essaye différents trainings, on essaye différentes choses. J'avais besoin de pratiquer mes départs, mon explosion. Alors,
ayant les gyms fermés, ben, j'ai passé quasiment la moitié de mon été à m'entraîner sur des terrains de football. J'avais aussi besoin au niveau flexibilité, ça paraît un peu drôle à dire, mais je me suis lancé sur le yoga pour justement aller chercher de la flexibilité. J'avais vu que après certaines chutes ou après certaines compétitions, j'avais des muscles qui étaient j'avais de la misère à bouger de certains muscles, ou pour la récupération, ça me prenait un certain temps pour aller chercher pour me guérir de certaines blessures. Mais ça, c'est parce que les muscles nécessairement ne bougeaient pas comme on bouge au hockey. Alors, c'est des muscles qui étaient plus endormis, qui ont eu un effort physique, puis ça m'a blessé nécessairement. Alors, c'est pour ça que cette année, j'ai fait plus d'étirements, j'ai fait plus de yoga pour justement aller chercher une flexibilité pour ces muscles-là. Puis de là, pour ça que notre podcast a été déplacé aussi. Mais mardi soir, on était supposé avoir lieu notre podcast, mais j'avais une rencontre parce que je me lance sur un projet cet hiver de créer ma propre piste d'entraînement, sachant qu'on n'aura probablement pas de saison. Ben moi, c'est un projet qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. De me faire ma propre piste d'entraînement, de l'ouvrir au public, de faire découvrir le sport aux jeunes, aux plus vieux. Puis c'est de là que c'est ça que je vais faire de mon hiver en tant que tel. Je vais créer ma piste, je vais pouvoir patiner, je vais enseigner aux jeunes c'est quoi, je vais leur montrer la technique. Aux plus vieux aussi, je vais faire découvrir le sport à plusieurs personnes. Puis c'est ça qui a apporté la COVID-19. Ça a été de l'adaptation, de beaucoup de changements au niveau de mes entraînements, mais ça a été plus que bénéfique, je pense. Malheureusement, on n'aura pas de saison. Puis notre saison, la dernière saison a été écourtée, mais il faut voir ça positivement. Puis on va essayer de garder la santé aussi à travers tout ça. C'est sûr qu'on ne veut pas l'attraper, le virus. Très, très bon point. Là, justement, tu parles que là, bon, la saison, c'est ça, 2020-2021 va être probablement fortement annulée. Sinon, après ça amène à la saison suivante. Ce serait quoi, justement, tes objectifs? Est-ce que ça serait de prendre part à une course 1000 ou... c'est là, actuellement, je pense que tu cours dans le 500 ou tu cours dans le... Je cours, j'ai fait pour faire mon parcours vite, au niveau du ice cross, j'ai commencé avant, il n'y avait pas de catégorie de course nécessairement. Anciennement, il y avait des qualifications qui se faisaient aux Galeries de la Capitale. Puis, je m'étais inscrit, il fallait avoir 18 ans pour participer à ça. Fait que, rendu à mon année 18 ans, je me suis inscrit, ça marchait par concours. J'ai pas été tiré dans le tirage. L'année d'après, je me réinscris, je vais participer aux qualifications sur la glace, ce qui était pas nécessairement représentatif au sport qu'on allait faire. Puis à la suite de ça, ça passait proche, mais ça n'a pas fonctionné. Puis j'avais appris que on avait la première course qui s'appelait les Riders Cup dans le temps. C'était la première course qu'il allait avoir amateur à Sherbrooke. Fait qu'après, quand j'ai su ça, je me suis inscrit. Je suis allé faire les courses. Par la suite, l'année d'après, encore une fois, Sherbrooke est revenu. Je me suis réinscrit. Je suis allé courser. Il y a eu la Riders Cup à Lassar l'année suivante. Puis encore là, je mixais les Riders Cup en même temps que mon junior au hockey, qui était pas si facile que ça au niveau aux yeux de mes entraîneurs. Puis c'est sûr que je suis une personne qui quand que je m'engage à quelque chose, je veux pas laisser tomber mes coéquipiers et tout, mais à un moment donné, il fallait que je fasse un choix, puis j'ai choisi nécessairement le ice cross, sachant que le hockey allait se terminer après mon stade junior. Alors, je suis allé au Nouveau-Brunswick, ça a super bien été, et par la suite est arrivé les catégories de course des ATS 6, 250, 500, puis les 1000, où c'est un an après. Ah oui, c'est un an après parce que je suis allé au Minnesota et à Lassar
Et par la suite est arrivé les catégories de course de 250, 500 et les 1000, qui était mon année 2018-2019. Fait que là, j'ai été coursé, j'ai pris part à toutes les ATSX 500 et j'ai fait une ATSX 250. Et j'ai été bon pour me classer pour ma dernière saison dans les ATSX 1000, qui a été ma première course dans le gros circuit, dans le ATSX 1000 au Japon. Donc, est-ce que c'est comme des événements comme justement le Red Bull Crash Ice, comme on a vu à Québec? Donc, c'est exactement le même principe, le même type d'ambiance, où il y a quand même certaines courses qui sont plus prestigieuses ou qui sont vraiment plus populaires que les autres? Ben c'est ça, les ATSX 1000, c'est ce qu'on a connu avec Québec, le Red Bull Crash Test. C'est le gros show, c'est le plus gros circuit, les plus grosses pistes, les plus gros obstacles, les gros virages, l'ambiance, l'adrénaline, tout, c'est vraiment le gros spectacle et la grosse compétition. Par la suite, le ATSX 500, c'est, je dirais, l'ambiance, c'est semblable, mais beaucoup plus local. Comme on prend à Charlevoix, on a eu une ATSX 500 qui a été ma dernière course l'année dernière. Là, tout le monde qui allait, c'était au massif de Charlevoix, au massif de Saint-François. Ouais, c'est où déjà? Massif de la Petite-Rivière. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est l'ambiance que tous les skieurs sont venus voir ça. Il y avait l'équipe Red Bull Canada, il y avait différentes animations et ça a été un bon spectacle. Tandis que quand on descend dans les ATSX 250, ben c'est encore plus local, comme nous, on a eu à Percé la ATSX 250 au cours du mois de février. Là, c'était les personnes de Percé qui se déplaçaient ou des environs. Mais l'ambiance reste toujours la même et les spectateurs sont tout le temps au rendez-vous, ça crie, il y a de la musique, puis nous, on est sur l'adrénaline tout le temps, que ce soit qu'il n'ait pas de spectateurs ou qu'il y en ait. Moi, ça me reste la même vision ou ça reste le même trip que j'ai. C'est sûr que ça amène une certaine différence quand on entend crier ou si on n'entend pas crier, mais moi, mon trip reste quand même le même au niveau du sport. Parfait. Puis, ce serait quoi tes objectifs personnels pour les prochaines années, tant avec ton projet que justement en Icecross? Au niveau du Icecross, c'est ça, mon objectif est d'en faire le plus longtemps que je peux. Je regarde les numéros 1 comme Cameron Maz, Scott puis Carl Croxall qui sont dans la début trentaine. Moi qui a 25 ans, qui est dans mes débuts ou qui est dans les cadets du sport. Oui, il y a la compétition junior qui a lieu avec les 16 à 21 ans. Mais moi, étant dans mes débuts, étant dans la relève, on pourrait quasiment dire la relève canadienne, je me vois pas arrêter la compétition d'ici mes 31 ans, ça c'est certain. Je vais pousser le sport comme je peux le pousser. Je vais essayer de performer le plus longtemps possible. Ça va dépendre des blessures, ça va dépendre du travail. Différentes choses vont venir en ligne de compte. Mais moi, mes objectifs resteront toujours le même d'aller chercher de rester dans la compétition le plus longtemps possible. Puis, même quand la compétition va être terminée, quand je vais devoir accrocher mes patins, ben je veux rester aussi dans le domaine, que ce soit de donner pas des formations, mais des cours, donner des entraînements. Puis c'est de là mon projet de cet hiver. Je pense que ça va être ça va être le début de quelque chose que je vais vouloir commencer plus à la fin de ma carrière. De faire mes installations, de faire des entraînements, entraîner les jeunes, aller chercher d'autres patineurs ou essayer de former d'autres jeunes pour justement que moi, toute mon expérience, tout ce que j'ai acquis de ce sport-là, que ce soit la recherche de commandites, que ce soit de l'entraînement, que ce soit
le trip en tant que tel, à cause on s'entend, on voyage à travers le monde, mais je veux le partager avec quelqu'un, puis je veux qu'un autre en bénéficie, parce que moi, quand j'ai commencé dans ce sport-là, ça a été du bouche à oreille, ça a été d'envoyer des courriels sans nécessairement recevoir de réponse. Bon, ben cette personne-là m'a pas répondu, m'a essayé avec quelqu'un d'autre, puis j'étais tellement dedans que j'en étais peut-être bien tannant vers certains, là. Mais je voulais vraiment participer, puis je voulais vraiment avoir les informations que c'est moi, j'ai fait toutes mes demandes, j'ai fait toutes mes recherches, puis j'ai travaillé tout seul là-dedans. Puis ça a été vraiment de l'ouvrage, de se starter, puis de savoir vers où qu'on s'en va, vers quel entraînement que j'ai besoin d'avoir, quelle aptitude ou quelle force que je dois avoir pour patiner. Parce que c'est sûr, on patine pas sur une patinoire de hockey. On est loin de la belle patinoire lisse faite à la Zamboni. On patine sur des glaces qui sont maganées, qui sont craquées, qui ont des bosses. C'est vraiment dur. Puis de là, il faut une préparation physique pour faire ce sport-là. C'est un sprint. Alors, ça demande beaucoup d'explosion, ça demande beaucoup de flexibilité, que ce soit pour les sauts, à cause souvent, on va les amortir, on va excusez de l'anglicisme, mais on va les scrubber pour justement ne pas... un saut, si on veut gagner de la vitesse, c'est pas d'aller chercher de la hauteur, mais justement, plus qu'on va rester bas au sol, mais qu'on fait la distance pareille, on gagne énormément de temps à la fin du parcours. Alors, ça demande de la flexibilité, ça demande des compétences, c'est être capable de faire des bonnes transitions, que ce soit dans nos sauts, dans les virages, tout vient en ligne de compte. Puis c'est de là que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner là-dedans, je savais pas vers où me tourner. Puis j'ai parlé avec des compétiteurs, puis ils m'ont dit bon, ben essaye de faire ça. Bon, ben je me suis entraîné à faire ça. Quand j'étais rendu bon là-dedans, je regardais ce que les autres faisaient avec Facebook, Instagram, puis je me disais que bon, ben lui il fait ça, ben moi aller l'essayer, puis il y a aucune mauvaise expérience. Puis je pense que tous les sports sont complémentaires pour faire du ice cross. Que ce soit la boxe, je fais beaucoup de motocross l'été, justement. Le monde me dit que la motocross, c'est tranquille, c'est un sport qui relaxe. Non, c'est loin d'être relax. Je roule pas en moto dans un rang ou dans un champ. Je m'en vais sur une piste de course. Je fais des sauts de 50 pieds, 60 pieds. Je sais pas combien qui ont, quelle grosseur ont les sauts. Mais puis ensuite de ça, on est toujours dans les accélérations. Encore là, on travaille les transitions. Ça m'amène aussi à aller chercher une expérience de course qui est très dure à aller chercher. Tu regardes souvent, quand on course en hiver, quelqu'un qui a une dizaine de courses en arrière de lui, tandis qu'une personne que c'est sa première ou sa deuxième, va aller... Juste cette expérience-là peut faire une grande différence sur une personne qui est super en forme, mais qui commence, tandis que la personne a 10 courses, il est un petit peu moins en forme, mais lui, il sait dans quoi il s'embarque, il sait le sport, il connaît ses forces. Alors, c'est de là que le motocross, c'est pourquoi j'en fais beaucoup. Ça m'amène à aller courser sur un circuit. Je fais pas des compétitions provinciales, rien de ça. Mais quand j'embarque sur un circuit, il y a d'autres riders, il y a d'autres motocross. Puis je me force soit à aller rattraper un coureur, ou quand il y a quelqu'un qui me pousse en arrière, ben c'est de garder ma position, essayer de faire des bonnes batailles sur le circuit. Puis c'est de là d'aller chercher cette expérience-là, puis de la mettre sur la glace par la suite. Souvent, les compétiteurs, ils vont pas chercher d'autres expériences de compétition ou de course en tant que tel, là. Oui, ils vont chercher un background. J'en ai beaucoup qui font du vélo de montagne. Ça, c'est excellent. De la descente de vélo de montagne. J'ai essayé ça pour la première fois cet été. C'est juste incroyable. Le feeling, c'est pratiquement pareil que le ice cross, mais t'es sur un vélo. Mais c'est relativement pareil. Fait que c'est pour ça que tous les backgrounds sont bons pour faire du ice cross. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
la détermination, je dirais, puis aussi, voyons, de la confiance en soi. Ça, c'est une chose que j'avais une grosse lacune, puis c'est en faisant du sport, puis en faisant des sports individuels que je me suis rendu compte, de ça, qu'il me manquait une certaine confiance pour me développer ou pour évoluer. Puis une chose majeure aussi, c'est la persévérance. J'ai jamais tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai eu ou toutes les victoires que j'ai obtenues, ça n'a pas été, ça a loin d'être été facile à obtenir. Il y a eu des sueurs, il y a eu des défaites, il y a eu beaucoup d'embûches, mais c'est de là de tout le temps les surmonter puis de persévérer que finalement on obtient notre but. Comme moi, je me souviens d'avoir regardé le Red Bull Crash Test à Québec en 2008. J'avais vu ça à la TV. Je m'étais dit, bon, ben, un jour, m'a patiné là-dedans. J'avais 10 ans à l'époque. Puis j'ai commencé à l'âge de 19 ans à courser des petites courses amateurs, mais pas d'embarquer dans le gros circuit. Puis à l'âge de 24 ans, j'ai finalement fait ma première course dans la grosse catégorie. Puis ça a été de la persévérance jusqu'à la fin, puis c'est loin d'être terminé encore. Quel est ton plus beau souvenir sportif? C'est d'en choisir un, c'est dur. Il y en a plusieurs. Je te dirais, j'en ai deux gros, comme ben c'est ça, premièrement, le fait de rentrer dans ma première course de la TSX 1000 au Japon cet hiver, c'est un des plus beaux moments sportifs de toute ma carrière en tant que tel. Ça fait, comme je viens juste de le dire, depuis que j'ai 9 ans que je me vois faire ça. Puis cette année, j'ai accédé à cette catégorie-là, j'ai accédé à cette compétition-là. Ça a été un voyage incroyable aussi. Je suis parti une semaine au Japon. Je suis arrivé au Japon aussi une journée plus tôt que les autres compétiteurs ou les autres patineurs qui faisaient le voyage avec moi pour justement arriver, visiter un petit peu tout seul, puis être tout seul dans le Japon, puis visiter. Puis par la suite, ça a été une semaine sur l'adrénaline, ça a été une semaine à voir différentes choses, à goûter différents mets, puis quasiment de vivre une passion aussi pendant une semaine, ça a été fou raide. Puis d'accéder aux courses finales le samedi soir avec toute l'ambiance, avec tous les gens qui étaient là, que ça criait. Puis pour moi, j'avais les yeux qui voulaient me sortir de la tête tellement que je capotais, là. Puis un autre moment fort, puis un des plus beaux moments qui est autre que sportif. Ben oui, ça vient de mon sport, mais un autre beau moment, ça a été de courser à Charlevoix cette année. Ma famille était montée pour l'événement, que ce soit ma tante, mon oncle, j'ai eu même des cousins, amis qui sont venus me voir patiner. Eux qui m'avaient jamais vu autre que sur les vidéos sur Facebook, sur les lives de Red Bull. Ils m'avaient jamais vu patiner en vrai. Ils n'ont jamais vécu c'était quoi une course de Red Bull Crash Test. Puis surtout pour mes parents, ça faisait X nombre d'années qu'ils ne m'avaient pas vu patiner. Ils m'avaient vu patiner mes 2 courses à Sherbrooke en 2015 puis en 2016. Puis après ça, est venu que je coursais à l'extérieur, je coursais aux États-Unis, je coursais en Europe. Fait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de partir en voyage avec moi puis me suivre dans mes compétitions. Puis là, de courser à Charlevoix puis de les voir puis de voir où je suis rendu, tous les efforts que j'ai mis, ils m'ont vu m'entraîner fort, ils m'ont vu me blesser puis avoir plein de pas de problèmes, mais d'avoir des blessures puis de les surmonter pour justement arriver à mes compétitions près. Ils m'ont vu travailler sur mes commandites, ils m'ont vu travailler pour préparer tout ce qui est de compétition, toutes les à côté. Ils ont tous vu l'effort que j'ai mis, mais ils n'ont jamais vu le résultat final.
Puis là, ils l'ont vu cet hiver à Charlevoix, puis juste de les avoir avec moi, puis de les avoir vu triper comme ça, moi, ça m'a fait ma fin de semaine, ça m'a fait ma saison. C'était un des plus beaux moments sportifs que j'ai eu. De voir ma famille être avec moi là-dedans. Je me souviens que j'avais ma dernière course quand je me suis fait éliminer. J'étais arrivé dans un virage, j'ai tombé, j'ai ramassé la bande. Ça cognait pas mal au niveau de mon coude puis les genoux. Puis j'étais en maudit après moi quand c'était une erreur que j'ai faite puis que j'ai essayé de trop pousser. Puis j'étais arrivé à la ligne finale, j'étais déçu. Puis après ça, je les ai vus l'autre bord de la glace qui m'attendait avec le sourire, qui capotait avec la boisson aussi. Fait que ça l'a aidé, la boisson. Mais juste de les voir là, de les avoir vu capoter comme ça a été incroyable, ce feeling-là. Là. Je l'oublierai jamais. Là. Puis, quel serait ton meilleur conseil justement pour un athlète qui cherche des commanditaires puis qui veut poursuivre son rêve? Un athlète qui veut chercher des commanditaires, un athlète qui veut poursuivre un rêve, premier conseil, c'est de foncer. C'est de pas écouter les autres, pas écouter les mauvais commentaires. C'est de les écouter, mais c'est de pas prendre les mauvais commentaires. X nombre de fois qu'on m'a dit tu te lances là-dedans, tu feras attention, ça risque de pas marcher. Ou le monde qui voit juste du négatif, c'est pas rare que j'en ai eu à plein. Je vais en avoir encore dans tous les différents projets, puis tout le monde va avoir des connaissances là-dedans. L'important, c'est de prendre quand il y a quelqu'un te donne des bons commentaires, c'est de les prendre. Quelqu'un qui te donne des explications, des conseils, c'est de les écouter. Mais quelqu'un qui vient t'écraser puis qui veut se sentir supérieur à toi, c'est ces personnes-là qu'il faut pas écouter. Mais malheureusement, c'est eux autres qui nous restent tout le temps en arrière-pensée. Tu te lances dans quelque chose, comme moi, je me suis lancé dans le crash test, ou je me suis lancé dans divers projets, puis les gens venaient me voir, hey, ça marchera pas, ça, puis c'est pas fort, ou ça vaut pas la peine de l'essayer, tu le sais que ça marchera pas. Ben, c'est juste de pas les écouter, de les oublier, puis de rester tout le temps fixé sur notre objectif, puis de se faire confiance. C'était super, mais merci beaucoup, Max, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. Puis bien hâte de suivre justement cette nouvelle piste. Oui, oui, je vais vous tenir au courant les développements de mon projet. Puis à date, ça s'en va super bien. Mon projet il est vraiment monté. Je suis allé voir les propriétaires justement mardi. Ils m'ont donné le feu vert face à mon projet. Il me reste à aller quelques détails à régler. C'est surtout avec la municipalité pour avoir accès à des réseaux d'eau, avoir accès à des bonnes fontaines ou autres. Mais mon projet est super avancé. Puis je suis certain qu'on va pouvoir patiner cet hiver et faire découvrir ce sport-là à tous les Québécois qui vont vouloir descendre à Tring Jonction. Mais c'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Max, pour ton temps. C'est plaisir, merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Nadeau pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 87e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Sylvie Marcelet, une ancienne gardienne de but qui a combiné sa passion pour le sport et l'art en fondant Silabroche, une entreprise qui peint des masques de gardiens de but. Plusieurs de ces masques sont maintenant dans la LNH. Ne manquez pas ça!